Bonjour. Dans les prochaines minutes, vous vous apprêtez à entendre l'une de mes entrevues préférées que j'ai faite avec Jean-Luc. Bien qu'elle remonte au 29 janvier 2011, je trouve que l'essence du propos demeure tout de même d'actualité. Juste avant, je veux prendre un moment pour vous mentionner que, pour ceux qui ne le connaissent pas, Jean-Luc a donné de nombreuses conférences visant la canalisation d'une vibration supramentale au fil du temps. Il a bénéficié d'un contact privilégié avec l'instructeur supramental Bernard de Montréal pendant plusieurs années. Il l'a même hébergé chez lui lorsqu'il voyageait en Europe. La prochaine journée de conférence publique de Jean-Luc est prévue dans la ville de Québec, au Canada, pour le 27 décembre 2019. Et je vais l'interviewer pour l'occasion en prenant notamment des questions du public en présence d'intérêt général. Comme cela faisait plusieurs années qu'il n'était pas venu au Québec, cela va être l'une des rares occasions de le rencontrer en personne et aussi de s'immerger dans la vibration d'une journée conférence composée de 2 blocs, un en après-midi et un autre en soirée, qui durent chacun au minimum 2 heures. Vous trouverez tous les détails se rapportant à cette activité, soit le lieu précis où elle va se donner, à quelle heure elle commence, à quel prix, etc., dans le texte qui figure en bas de cette vidéo présente sur YouTube. Pour les gens que cela intéresse, il est important de s'y inscrire tôt car les places sont limitées. Pour les individus qui restent à l'extérieur de la ville de Québec et qui auraient envie de faire du covoiturage pour se rendre à cet événement, vous êtes les bienvenus d'utiliser l'espace en bas de cet enregistrement pour faire du réseautage à cette fin entre vous et aussi de contacter l'organisatrice de l'événement à l'adresse courriel qui figure également en bas de ce dernier. Maintenant, place à l'écoute de cet enregistrement mémorable qui avait été diffusé en direct sur Internet où je prenais les questions du public pour les poser à mon invité, Jean-Luc, via un site web, le Clavardage. Bonne écoute. L'une des questions qui me vient à l'esprit, est-ce que pour qu'un désir s'actualise, il faut que ce désir-là soit harmonisé par rapport à la volonté du double? Pour que ce désir s'actualise, c'est paradoxal, mais il faut que ce désir n'ait plus d'émotivité, n'ait plus d'émotionnel. C'est-à-dire que si vous désirez quelque chose, il ne faut pas qu'il y ait de vibrations émotives, de vibrations, d'emportement ou d'excitation. Dès que vous avez ces formes d'énergie qui sont des énergies parasites pour l'individu, vous pouvez avoir une forme de volonté vis-à-vis de votre contact qui va réaliser ce que vous voulez. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, comme on en parlait auparavant, supprimer de la programmation, supprimer des éléments de programmation, mais vous pouvez créer davantage de programmation, c'est-à-dire rajouter des éléments de programmation. Ça, vous pouvez le faire. Il suffit simplement d'avoir du temps devant vous, dans votre vie, pour pouvoir rajouter des choses. Et justement, en lien avec ça, est-ce qu'il y a une méthode ou une façon de procéder que vous suggérez aux auditeurs et aux auditrices qui nous écoutent présentement pour les aider à actualiser leurs désirs ou actualiser leurs rêves? Il faut qu'ils considèrent que ce ne sont pas des rêves, que ce sont des nécessités et des besoins. Dans la mesure où vous avez un besoin, il est toujours assouvi dans votre vie parce qu'il met en péril sinon la survie de l'âme. Donc, excusez-moi, je vais un petit peu trop vite, donc je vais ralentir. Il met en péril la survie de cette âme qui, comme vous le savez, dès qu'une âme a beaucoup de souffrance, elle quitte le corps. Donc il faut que la souffrance soit lissée sur plusieurs années, de façon à ce que l'âme puisse rester dans son corps pour finir sa programmation. Je ne me rappelle plus la question, c'est si... Alors, en fait, c'était des conseils pour donner aux gens qui désirent actualiser leur désir dans leur vie. Là. Tu sais, c'est quoi la façon de procéder, la méthode pour en venir à actualiser ses désirs dans sa vie? Pour en venir à actualiser ses désirs, c'est donc de les rapprocher d'un besoin. Il ne faut pas que ce soit un désir dans le sens
Oui, dans un sens raisonnable. Il faut que ce soit... Et le mot raisonnable, mais c'est plus... je dirais pour être sûr que quelque chose se réalise avec votre contact, c'est que la réalisation que vous projetez soit égale à la vibration que vous allez avoir dans 3 ans ou 5 ans. C'est aussi simple que ça. Par exemple, si vous avez une vibration qui va être apte à supporter une villa avec piscine et sur le bord de la mer, il faut que votre vibration soit identique à votre environnement. Si votre vibration est actuelle, c'est-à-dire que si elle est tout de suite emportée parce que vous recevez, dès que vous recevez 10 000 dollars, vous êtes complètement émoustillé, complètement perdu, que vous pensez aller craquer partout, c'est que vibratoirement, vous n'êtes pas prêt à soutenir l'apport de davantage. Si vous êtes stable vis-à-vis de quelque chose qui va vous être donné ou de quelque chose que vous allez recevoir, d'ailleurs vous êtes testé, on est testé en permanence toute l'année et tous les mois et tous les jours même pour savoir à quel niveau vibratoire on en est. Le contact envoie des épreuves, envoie des micro-tests émotionnels ou des petits tests pour voir quel est le niveau vibratoire. Si votre émotionnel diminue et que le niveau de conscience est stable, vous allez pouvoir envisager un futur relativement stable pour votre construction du désir, si vous préférez. C'est-à-dire que vous allez avoir votre projection qui va devenir réalité à la mesure de ce que vous êtes actuellement, mais 10 fois plus, par exemple. Parce que le contact établit ce qu'on pourrait dire un projectif ou établit une sorte de programme, de deuxième programme qui va donner l'évolution de votre vibration en fonction de ce que vous voulez et en fonction de ce que vous êtes actuellement. Et en fonction de ça, il va vous faire passer des étapes. Imaginez que pour avoir votre villa, vous deviez perdre vos parents, votre chien, votre voiture, devoir perdre les 5 doigts de pied, il va falloir que vous passiez par là. Imaginez que vous puissiez le savoir en conscience, c'est plus difficile à passer. C'est pour ça que la réalisation d'un désir est beaucoup plus difficile à être acquise dans la mesure où on sait par où on va passer. Et quand vous le savez, vous avez peut-être moins de désir d'avoir une villa au bord de la mer, avec la piscine, etc. Donc, dans le fond, si je vous comprends bien par rapport au désir, c'est qu'il faut avoir la capacité d'assumer l'actualisation du désir, parce que sans ça, si c'est trop déstabilisant, ben ça ne devient pas intelligent qui se réalise. Donc, à ce moment-là, ça ne s'actualisera pas, là. Voilà. Il faut que ça puisse s'actualiser à la mesure de votre état de conscience, de votre état de ce que vous pouvez supporter, à la mesure de ce que vous pouvez être en mesure d'affronter sans que ça vous déstabilise. Parce que sinon, ce n'est pas intelligent. Un contact ne peut pas vous donner quelque chose que vous désirez, parce que si vous êtes en émotion avec ce que vous désirez quand vous en évoquez le désir, vous serez encore plus déstabilisé quand vous l'aurez. Il faut que ce désir soit étouffé, il faut que ce désir soit tassé pour que ça devienne un besoin uniquement au niveau de votre âme pour pouvoir le réaliser. Donc, pour donner un exemple concret, si moi, par exemple, je désire faire des émissions de radio, non pas 2 fois par semaine, mais à temps plein, et pour ça, avoir la possibilité de gagner une fortune à la loto, pour avoir l'argent pour pouvoir subvenir à mes besoins sans pour autant travailler à temps plein, et que actuellement, par exemple, je suis pas capable d'assumer justement d'avoir, à matin, si je gagnerais 6 millions, parce que finalement, ça me ferait trop gonfler dans l'ego, puis ça me déstabiliserait trop émotivement. Ben à ce moment-là, ce désir-là ne s'actualiserait pas, là. Par contre, il y a des jeux qui peuvent se faire où ce désir peut s'actualiser, mais vous allez les perdre le lendemain. Dans le sens? Dans le sens où vous voulez gagner 6 millions, on va vous faire gagner 6 millions, mais une fois que vous les aurez gagnés,
vous allez les perdre parce que les 6 millions ne correspondent pas à votre état vibratoire. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas capable de soutenir 6 millions et de les laisser en banque sans avoir à les toucher, c'est qu'en fait, vous n'avez pas besoin de 6 millions, mais vous avez peut-être besoin de millions ou de la moitié. Et le restant va être bloqué soit dans une banque, soit dans des produits financiers. Et ces produits financiers, vous n'aurez jamais la possibilité d'y toucher. Ce n'est pas parce que vous avez 6 millions en banque que vous valez 6 millions. C'est simplement si vous avez la possibilité d'avoir accès à 500 000 dollars, vous aurez la possibilité, vous serez au niveau des 500 000 dollars. Mm-hmm. Comprenez? Et vu de l'extérieur, pour les contacts, avoir 6 millions, 10 millions, si vous ne pouvez toucher du jour au lendemain que 2000 dollars, vous valez 2000 dollars. Une immobilisation d'argent, quelle qu'elle soit, ce n'est pas un actif. C'est un petit peu comme... c'est pas parce que vous avez une super villa qui vaut 200 millions que vous valez les 200 millions du jour au lendemain s'il vous déménage, si le contact vous déménage parce qu'il y a un tsunami qui passe et qui vous détruit la maison, vous ne valez plus les 200 millions. Et si vous ne l'avez pas assuré, vous ne valez plus que vous-même, quoi. Mm-hmm. Vous n'avez de valeur et vous ne retrouverez toujours que la valeur qui correspond à vous, au point de vue argent. C'est intéressant ce que vous dites. Donc, autrement dit, la valeur de l'argent qu'on a est en fonction du niveau d'être auquel on est rendu dans notre évolution. Oui, absolument. Donc, on peut vous donner ce que vous voulez, mais vous en retournerez rien qu'avec le résultat de ce que vous êtes. D'ailleurs, regardez tous les gens qui gagnent au loto ou au super loto ou à l'euro million, etc., souvent se retrouvent ruinés dans les 3, 4 ou 5 ans après. Alors, on dit c'est une mauvaise gestion, c'est ceci, c'est cela, mais les individus n'ont pas supporté l'effet au niveau vibratoire de la fortune, c'est-à-dire que c'était sûrement et surtout pas fait à leur niveau. Et en lien avec ce que vous dites, c'est que ça me fait beaucoup penser à l'exemple, parce qu'au Québec, il y a eu une famille de gens qui étaient sur l'aide sociale, donc de gens qui étaient pauvres, qui vivaient de l'assistance sociale de l'État, et avec un revenu vraiment minimal. Puis ces gens-là, du jour au lendemain, sont devenus millionnaires. Et dans un très court laps de temps, ils ont tous dépensé leur fortune de travers. Et ils ont retourné à la case départ. Là, ça n'a pas vraiment pris beaucoup de temps. Et ça a été une situation qui a marqué les gens au Québec. Il y a même eu un téléroman qui a été fait là-dessus. Là. Ben c'est exactement ça. Ils n'avaient pas le niveau vibratoire pour supporter le niveau social qu'ils avaient atteint. C'est un petit peu comme si vous voulez parler anglais et que vous n'avez pas le niveau pour parler anglais, il va falloir apprendre pas mal de choses, apprendre pas mal de vocabulaire, confronter des Anglais avec leur accent et tout pour pouvoir avoir le niveau pour parler anglais. C'est exactement de la même façon qu'il faut envisager le fait d'avoir de l'argent. OK. Puis juste oui? Oui? Juste un petit mot. L'argent correspond essentiellement à vos besoins. Il ne correspond pas à vos désirs. Dès que vous avez du désir vis-à-vis de l'argent, vous allez le perdre. Dès que vous avez du besoin par rapport à l'argent, vous l'aurez. Parce qu'un besoin, c'est quelque chose qui est en relation avec la vie, et la vie est en relation avec l'âme. Et comme vous savez, quelque chose qu'on avait dit la dernière fois, c'est que on n'a pas, la vie ne nous appartient pas, le corps ne nous appartient pas, la majorité la planète ne nous appartient pas. Tout ça, on est simplement des locataires. Et au fur et à mesure de cette location, si notre vibration change, la location change. Si votre vibration, que ce soit une vibration supramentale ou mentale, change, vous allez avoir votre environnement, que ce soit physique, biologique, ou votre environnement avec des personnes, qui va se modifier. Vous allez avoir des liens qui vont se rompre, vous allez avoir d'autres liens qui vont se former, et d'autres environnements qui vont se faire. Et ça c'est pas du tout un lien avec de l'argent, c'est simplement un lien avec votre vibration. Et ça, je peux vous l'assurer. Et en lien avec ce que vous dites, si je comprends bien, c'est que dans le fond,
quand que c'est un désir, c'est plus de l'ordre peut-être du superflu, tandis qu'un besoin, c'est quelque chose qui est réel, qui est plus de l'ordre de la nécessité. Oui, un besoin, c'est toujours nécessaire. Un désir, c'est un fantasme de l'âme. OK. Donc, par exemple, tu sais, si moi j'ai besoin d'un montant d'argent pour payer mon loyer, pour ma nourriture, ça c'est de l'ordre de la nécessité. Par contre, si je veux avoir la possibilité de faire des voyages chaque année dans le sud, avoir une plus grosse maison, une plus grosse voiture, ça c'est plus de l'ordre du désir, là, si je vous comprends bien. C'est-à-dire, dans la mesure où ça correspond à vos besoins et à votre état, vous allez vite trouver ce qui correspond exactement à vous et on va vous donner la possibilité. Il y a toujours parfois un petit temps de retard, mais on va vous donner la possibilité. OK. Et dans le fond, depuis qu'on parle tantôt, il y a eu quelques questions de postulés dans la salle des communications. Il y a entre autres Magali qui est très active et qui a fait parvenir quelques questions depuis tantôt. Dans le fond, elle a demandé comme question, est-ce que les gens, dans le fond, c'est sur le plan relationnel, là, vont avoir plus de difficultés à nouer des relations entre eux? J'imagine que c'est dans l'optique, parce que vous savez, on peut vivre des relations sur le plan relationnel au niveau de l'ego, mais au niveau supramental. Et peut-être amener la question dans le sens que les gens qui entrent dans l'intégration du supramental, est-ce que ça va avoir un impact sur la capacité qu'ils vont avoir pour nouer des relations avec d'autres personnes? Les gens qui rentrent dans le supramental ne vont pas lier des relations à proprement parler comme elles étaient auparavant. Ce sont des relations qui sont relativement libres, qui ne sont pas liées à des relations émotionnelles. Ce sont des relations, disons, d'un niveau beaucoup plus intelligent. Ce sont des relations, comment dire, de nécessité, et non pas des relations émotionnelles ou affectives ou sexuelles. Ce sont des relations, je parle des relations qui tiendront, évidemment. Hein. Je ne parle pas des relations fugaces d'une soirée ou d'une journée ou même d'une semaine. Je parle de relations qui ont une tenue. Les relations qui ont une tenue sont des relations d'équilibre d'énergie. C'est-à-dire que si par exemple vous ne pouvez pas parler de certaines choses, de certaines prises de conscience à votre environnement parce que cet environnement va vous caler dans un système religieux, soit dans un système affectif en vous disant « mais tu as raison mon petit », et que vous pourrez parler de vos prises de conscience avec quelqu'un qui va essayer de voir si lui aussi a des prises de conscience par rapport aux vôtres, va essayer de construire quelque chose sur ce que vous dites, vous serez progressivement dirigé vers cette personne. Cette personne sera dirigée vers vous parce que vous serez le seul interlocuteur possible qui n'amènera pas une forme de polarité. La majorité des gens, quand vous rencontrez des individus, vous rencontrez un individu, il va vous présenter une polarité positive pendant un petit moment, et puis, à un moment donné, il est obligé de vous présenter une polarité négative pour équilibrer son corps astral. Si ce corps astral reste en polarité négative, vous allez lier ce qu'on pourrait appeler un lien inverse, c'est-à-dire un lien qui est différent du lien de l'amour, qui serait un lien de haine, et qui va vous pousser à rompre carrément ce lien et à rompre carrément avec lui. Alors l'autre possibilité, c'est évidemment de le redresser ou de vous expliquer, auquel cas vous allez faire revenir chez cette personne le lien positif avec lequel vous allez pouvoir être confortable. Mais il faut savoir que si cet individu présente un lien négatif de temps en temps, vous aussi, si vous n'êtes pas branché sur du supramental en permanence, ce qui a vraiment peu de gens sur la Terre, je pense qu'il n'y en a aucun, moi y compris, qui ne sommes pas branchés en permanence sur du supramental, on va présenter chacun un lien négatif qui, vis-à-vis de l'autre, va entraîner une forme de répulsion, une forme de haine, une forme de... Même si vous aimez beaucoup la personne, même si la personne vous aime beaucoup, il y aura cette forme de répulsion. Même si c'est votre enfant, vous aurez cette forme de répulsion. Ce sont des lois d'équilibre au niveau du corps astral qui sont faites pour pouvoir couper avec les gens, pour pouvoir
pour pouvoir que les individus puissent s'individualiser par leur propre vibration. C'est-à-dire que tous les individus ont une vibration différente, leur vibration change en permanence, elle est testée en permanence, elle est amenée à s'élever ou à diminuer en permanence. Et pour garder un lien entre deux vibrations qui sont totalement différentes, si elles ne sont pas sur le même niveau vibratoire, si leurs corps ne sont pas sur le même niveau vibratoire, le lien va se casser. Que ce soit un lien de haine, parce que des gens se supportent parce qu'ils se haïssent, ou des gens se supportent parce qu'ils s'aiment, mais si ce lien se casse, il va rester simplement, après une forme de haine ou d'amour, il va rester une forme de neutralité. Et au bout d'un moment, quand vous aurez chacun une forme de neutralité, les individus seront complètement séparés et ça ne posera plus de problème pour qu'ils se rencontrent. Il existe aussi ce phénomène-là que l'on voit apparaître quand vous avez des gens qui sont en fin de vie. Vous avez par exemple le grand-père, la grand-mère, etc., qui change complètement son caractère, qui devient agressive, alors qu'elle vous aimait se met à vous haïr, à vous cracher dessus ou à vous griffer, qui est complètement différent. En fait, ces individus sont remplacés par ce qu'on pourrait appeler des âmes de transfert ou des âmes de relais. C'est-à-dire que l'âme de votre grand-mère, entre guillemets, est déjà partie, mais comme la programmation du corps doit encore durer pendant 1 an, 2 ans ou 5 ans, on a mis une âme de transfert, c'est-à-dire une âme qui est chargée de couper les liens ou de créer des liens de haine pour favoriser le départ de cette âme qui est quand même dans d'autres plans en attente d'être pouvoir relâcher. Parce que vous ne retenez une âme que par la capacité de l'aimer, d'y penser ou de produire des mémoires dans son environnement. Elle ne peut relâcher et elle ne peut être libérée que quand elle est complètement débarrassée de ses mémoires. Ben, juste pour compléter sur le sujet, pour que ça soit clair, vous dites que dans une vie, il peut arriver à un moment donné qu'une âme quitte son corps puis qu'il y ait comme une âme de relais qui prend sa place pour continuer, mettons, le reste de l'existence d'une personne? Oui, c'est ça. Ça, c'est la première fois qu'on me parle de ce phénomène-là. Ce qui veut dire que l'individu pourrait être possédé par une autre entité en fin de parcours dans cette optique-là? Possédé, non, mais son corps sera possédé. Ses corps seront possédés. D'ailleurs, il y a un changement de corps émotionnel, il y a un changement de corps mental, même chez l'individu, qui se fait. Il y a même un changement de corps physique, par exemple. Parce que quand vous voyez cet individu, il vous paraît totalement différent. Vous avez de la difficulté à reconnaître, pour reprendre l'exemple du grand-père ou de la grand-mère, vous avez de la difficulté à reconnaître le grand-père par rapport même à des photos que vous avez prises à quelques jours de différence. Cet individu qui se modifie par son extérieur, c'est quelqu'un de différent. Bon, on n'est pas habitué à cibler l'âme, mais on reconnaît la personne que l'on aime, on reconnaît la personne que l'on côtoie, et quand il y a ce changement d'âme, on en ressent vivement la sensation, même si on essaie de se donner une raison. Il y a Magali qui pose comme question, est-ce que c'est des entités qui seraient employées pour ça, là? Effectuer ce changement-là, ou peut-être même l'accompagner, parce que des fois, on entend parler qu'il y a des guides ou même des forces extraterrestres qui peuvent intervenir sur le destin d'un individu, là. Sur le destin, je parle des gens qui sont en relative fin de vie, c'est-à-dire à 4-5 ans de leur fin de programmation. Et ces gens peuvent être évidemment, je parle des corps physiques et tout ça, une forme de coquille vide qui va accueillir certaines âmes qui ont besoin de retrouver des formes de souffrance ou pour pouvoir terminer une forme de programmation qu'elles n'avaient pas achevée pour diverses raisons, comme l'assassinat, comme un accident brutal qui aurait été préférable par certains plans. Et donc ces individus vont se retrouver, vont avoir l'opportunité pendant 1 an ou 2 ans de se faire haïr, de souffrir davantage dans un corps physique qui est mal en point, qui est fatigué, qui est même usé. Et ces individus vont pouvoir
finaliser leur présence sur Terre grâce à ça. Et en lien avec ce que vous dites, je trouve très intéressant votre explication dans l'optique que ça permet de mieux saisir certaines situations où ce qu'on peut voir, par exemple, une grand-mère qui est en fin de vie qui va, dans le fond, tout le temps se plaindre, des gens qui vont être, entre autres, atteints d'Alzheimer, donc difficulté à se rappeler, puis ils créent à ce moment-là des comportements de rejet. Ils ne reconnaissent plus leurs enfants, entre autres. Donc, ce type de situation-là pourrait être attribuable à ce moment-là, ce que vous mentionnez. Absolument. La majorité de ces individus ont perdu la reconnaissance de leur environnement parce qu'ils n'arrivent plus à lire les mémoires les dernières mémoires qui étaient incluses dans leur environnement mental ou leur environnement émotionnel. Donc, quand vous avez une entité qui prend un corps, elle va pendant, je dirais pendant 5-6 heures, absorber toute la mémoire de la précédente âme qui était avant elle. Et elle va pouvoir reconnaître un petit peu les gens qui sont dans son environnement, mais après tout va disparaître. Mm-hmm. Et cette entité, que ce soit, bon, quand ça arrive en fin de vie, on ne se pose pas trop la question, on met la personne en maison de retraite et puis ça calme un petit peu le jeu. Mais quand il s'agit de personnes jeunes qui ont une alternance d'entités ou d'âmes qui se passent dans le corps, ça perturbe à tel point le corps physique que le corps physique peut avoir des formes d'hémorragie, peut avoir des formes de souffrances particulières, notamment de développer des cancers, développer des fractures, et tout ça spontanément, uniquement par les changements trop fréquents d'âmes différentes. OK. Sinon, il y avait également Magali qui posait comme question, est-ce que il y a des entités qui sont en recherche de sensations, donc d'émotions, avant de partir, donc de mettre fin à leur existence, là? Sensations d'émotions aussi, mais elles sont moins de priorité là-dessus. Généralement, une entité, pour qu'elle vienne, parasiter un être humain, il faut qu'il y ait une reconnaissance génétique. Il faut qu'il y ait une assimilation génétique. C'est-à-dire qu'il faut que le code soit en rapport, le code physique soit en rapport avec leur code d'âme. Il faut que ce soit quelque chose qui soit très, très, très approchant. Quelque chose de trop différent, l'entité ne va pas rester très longtemps. C'est ce qui se passe d'ailleurs dans les formes de possession. Vous avez un individu qui se fait posséder. Généralement, il n'est pas possédé à vie. Il va être possédé pendant 1 heure, 2 heures, voire 3 heures au grand maximum, et ensuite l'entité qui était venue le posséder va partir. Parce que justement, il y a un manque d'assimilation de codage, et le défaut de codage entre cette âme qui pénètre ce corps et ce corps lui-même va entraîner des différences énergétiques qui vont empêcher une forme de collage entre l'âme et le corps. OK. Il y avait dans la salle des communications Xaléis qui a pour question pour vous. Est-ce qu'il y a des signes qui vont montrer le changement de vibration, donc le changement de niveau vibratoire? Et ensuite, c'est en 2 volets. Comment peut-on reconnaître ces signes? Changement vibratoire pour soi? On peut le prendre dans ce sens-là, oui. Les changements vibratoires, c'est généralement toujours, toujours ponctué par une forme très rapide et très fugace de capacités différentes. Par exemple, quand vous aurez un changement vibratoire, vous aurez la possibilité, pendant, je dirais, 1 journée ou 2, de pouvoir influencer par votre volonté quelqu'un ou quelque chose. Vous aurez la possibilité de vouloir avoir quelque chose et puis de l'avoir qui se réalise immédiatement. Vous avez toujours une forme d'application de la matière, dans toutes les formes
vibratoire nouvelle. Et dans votre vibration qui change, vous avez des individus que vous ne connaissez pas, qui vont brutalement être très amicales avec vous, d'autres qui vont commencer à vous jeter, même parmi vos amis, ou même parmi des vendeurs chez qui vous achetez tout un tas de choses habituellement, vont commencer à devenir agressifs. Vous avez un changement d'humeur qui se fait dans votre environnement à chaque niveau vibratoire qui se modifie. Tout ça, c'est un petit peu parce qu'on ne vous connaît pas, on ne vous reconnaît pas. Et d'ailleurs, ce qui se passe, c'est un petit peu comme ce qui se passe chez les chiens. Vous avez des individus qui se font attaquer par leur chien. Et après, bon, ils abattent le chien parce qu'ils se disent qu'il est devenu fou. Et généralement, ce qui se passe, c'est qu'un chien est habitué à votre âme. Il n'est pas habitué à votre corps. Il va sentir votre corps, il va savoir que c'est vous, mais il voit votre âme. Donc, si votre âme se fait posséder, il va voir un individu qui est sur vous et il va vous attaquer parce qu'il veut vous défendre. Donc, il va attaquer l'âme qui est en train de vous posséder. Or, vous allez vous faire attaquer par ce chien qui vous aime fondamentalement, mais qui ne vous reconnaît pas. Et donc, il va vous défendre. Et ce qui se passe en général, c'est que ce n'est pas le chien qui est possédé, c'est vous qui êtes possédé. Mais on va quand même tuer le chien. Oui, ben c'est intéressant l'éclairage que vous apportez à cette situation-là. Et en lien avec ce que vous dites, en fait, il y avait également Xaléis qui voulait savoir s'il était possible de s'auto-évaluer, c'est-à-dire est-ce qu'il y a moyen comme on dit en bon québécois, de se voir aller, donc de s'auto-percevoir dans la modification vibratoire qu'on peut vivre? S'auto-percevoir, s'auto-évaluer. Il y a une chose qui permet de se percevoir ou de s'évaluer, c'est simplement que on s'aperçoit qu'on a le comportement qui change. On est moins en lutte, moins en guerre. On est plus en savoir de soi. On est plus en certitude de soi. Les gens qui auparavant vous agressaient ou vous achalaient, vous allez avoir une autre vision. Vous pouvez avoir, mais ça c'est à vous à le tester, c'est avoir la capacité par exemple de voir les gens ou de voir leur âme simplement en les regardant. Vous aurez par exemple la capacité de regarder sur votre corps, sur votre champ mental des choses que vous n'avez jamais vues, ou de voir un petit peu dans le futur. Par exemple, vous pourrez voir à 3 heures ou 4 heures ou même parfois à 10 minutes ce qui va se passer. Vous savez avant de répondre qui c'est qui va vous téléphoner. Vous savez qui est au bout du fil avant de répondre. Évidemment, si vous avez plusieurs personnes qui ont la possibilité de le faire. Mais vous allez vous sentir un peu plus large dans votre vie, un peu plus à l'aise vis-à-vis de vous-même. Vous allez avoir moins d'incertitude, moins de peur, moins de crainte. Vous allez avoir davantage davantage d'espace pour votre mental. C'était pour revenir sur le thème. C'était pour revenir sur le thème de la programmation. Quand tu disais qu'on pouvait ajouter de la programmation à sa vie et pas en enlever. Savoir si ce surplus de programmation s'était mené pour s'initier à de la créativité universelle. Oui, c'est une excellente question. En fait, chaque fois qu'on va rajouter de la programmation, l'esprit met dans la matière tout ce qui peut donner comme créativité. Et donc, cette programmation, c'est simplement le schéma ou le fil sur lequel va pouvoir se bâtir et va pouvoir s'accumuler toute la matière. Et créer une forme de créativité entraîne toujours une mise en place de quelque chose de nouveau et de quelque chose qui se met dans notre programme. C'est un petit peu comme je disais tout à l'heure sur le fait de créer, d'évoluer dans l'évolution et dans un changement vibratoire. Ça entraîne une modification de notre environnement. C'est de la créativité, donc c'est la créativité qui se met dans le programme.
et ce programme change d'état vibratoire, c'est-à-dire que chacun des corps qui sont programmés par rapport à un programme précis change ou se modifie et entraîne évidemment une modification de l'environnement. Mais c'est à peu près la réponse que je peux avoir à cette question. Et en lien avec cela, si on continue par rapport à l'usage de la créativité, pour vous, justement, faire preuve de créativité pour modifier le programme, est-ce que c'est quelque chose de souhaitable ou comment que vous percevez ça? C'est quelque chose de nécessaire parce qu'on ne peut pas rester dans le même état vibratoire que celui qui nous a été donné au début avec notre programme. Donc, notre état vibratoire changeant, on va être plus amené à stabiliser notre âme parce que dans toute évolution et dans tout changement de vibration, vous avez l'âme qui commence à s'agiter. Elle commence à être agitée, elle commence à ne plus pouvoir se reposer, or il faut qu'elle relaxe. Alors que cette relaxation soit stabilisée soit par de la musique, soit par de l'eau, c'est-à-dire en faisant de la natation, soit par des belles choses, soit en allant dans des musées, si on est relax, si notre âme se relaxe vis-à-vis de certaines vibrations, de certains portraits ou de certaines toiles, ou de certains paysages. Mais il faut que l'âme va trouver... il faut trouver pour son âme, ce qui est intelligent, c'est de trouver ce qui va relaxer le plus rapidement son âme lors des changements vibratoires que l'on subit. Je dis qu'on le subit parce que parfois le changement vibratoire est quelque chose qui n'est pas prévu. C'est un petit peu comme une forme de choc, une forme de surprise qui nous amène à réagir, et à réagir avec toute notre centricité et toute notre volonté. Et à ce moment-là, l'état vibratoire qui en résulte est le changement vibratoire. C'est-à-dire vous avez un choc, le contre-choc, l'amortissement de ce choc-là, c'est-à-dire la répartition des énergies qui ont été versées à vous brutalement, qui entraîne un résiduel, et ce résiduel, c'est l'état de changement vibratoire. Et à ce moment-là, vous avez l'environnement qui absorbe le nouveau cocon, et ce nouveau cocon qui est en quelque sorte l'âme va être un petit peu perturbée parce qu'elle ne saura pas où diriger le restant de sa vibration, le restant de cette énergie en surplus. Et il est bon de pouvoir après soit vous tremper dans l'eau entièrement parce qu'on ne peut pas tremper uniquement l'âme et puis continuer son système, mais soit vous relaxez dans des paysages ou dans la nature ou là où vous voulez. OK. Donc en fait, est-ce que la faille de l'âme, ça serait pas de pouvoir être percé par la créativité et au final, comme ça, l'individu porté par son âme pour être dans un même corps transformé? Puisque l'âme va se transformer au fur et à mesure de la fusion avec son esprit, mais il faut stabiliser en permanence son âme pour disons, mieux fusionner, pour être moins en lutte, moins en lutte disparate, je dirais, parce qu'on a tendance à être en lutte tout azimut, parce qu'il y a une souffrance d'âme qui se crée, auquel cas, disons, cette souffrance d'âme n'était pas prévue, n'était pas préparée, et elle est un petit peu débalancée. Et si on ne veut pas avoir un trop grand débalancement, c'est-à-dire être trop loin de la réalité, trop loin de ce que l'on vit à l'état de matière, il faut soit avoir quelqu'un qui vous ramène dans la réalité, soit avoir une capacité de faire une sorte de feedback par rapport à ce que l'on devrait être, ce que l'on est et ce que l'on serait si on n'avait pas eu la vibration. En fait, si on est tout seul, et ce qui est risqué, c'est qu'en étant tout seul, on perd les notions de réalité. On est très bien dans le mental, on est très bien dans la créativité, on est très bien dans tous ces mouvements-là, mais le problème c'est qu'on est complètement éloigné des besoins fondamentaux, que ce soit de manger, dormir, boire, le besoin de se protéger du froid,
on perd ces notions-là. On pourra en revenir rien qu'à un niveau d'âme, à un niveau d'esprit, pas un niveau d'âme, mais un niveau d'esprit qui fait que on voudrait presque partir de là où on est pour créer autre chose ou pour sentir ou visiter autre chose. Or, c'est une perte de notion de réalité. On peut bien faire ça 1 heure ou 2 dans une journée, mais vivre ça toute la journée en niant les besoins qu'il y a, ça devient un phénomène de stupide. Et c'est comme ça que, en étant de plus en plus intelligent, on peut devenir de plus en plus stupide. Oui, bien en lien avec ce que vous dites, c'est que dans l'expérience de la créativité, l'expérience que certains psychologues vont parler de flow, c'est une expérience qui va nous propulser en dehors du temps et de l'espace. Donc, on va perdre la notion du temps et de l'espace. Et comme vous le mentionnez, l'un des dangers, c'est de juste vivre ce type d'expérience-là, puis en quelque sorte d'y perdre, puis négliger notre situation planétaire. C'est ce qui se passe quand vous êtes en état créatif, quand vous êtes dans un état de vision créative avec votre conscience, vous perdez la notion de temps. Or, vous apercevez qu'en fait, le temps, c'est quelque chose qui est établi essentiellement pour l'âme. C'est une dimension qui a été surajoutée sur la planète pour permettre aux âmes de fonctionner dans un certain espace et dans un certain nombre d'expériences, un nombre d'actions bien limité. Et cet espace, cette notion de temps, disons, est comment dire, chronométré ou comment on pourrait dire, et structuré. Structuré, oui, par les pensées, c'est-à-dire que vous recevez des pensées pour pouvoir avoir la notion de temps. Est-ce que je me fais comprendre là? Oui, dans le sens que quand on reçoit des pensées, c'est que ça nous amène dans la structure planétaire, tandis que quand on manifeste la créativité, on est plus dans la manifestation de la descente de l'énergie de notre esprit sur le plan matériel. D'accord, vous n'êtes plus dans votre temps. Vous n'êtes plus dans cette dimension de temps quand vous êtes dans votre esprit. Vous êtes dans une dimension hors temps. Et c'est pour ça que vous trouvez que le temps, à ce moment-là, passe vite. Parce qu'il est plus... Il est plus connecté à votre esprit. Okay. Et les pensées, quand elles viennent sur votre âme, donnent la notion de durée. C'est-à-dire que si vous pensez beaucoup, vous aurez l'impression de durer. Et quand vous avez ces pensées qui se succèdent, ça vous donne une idée sur le temps qu'il vous faut occuper sur la planète. Ça permet à l'individu de se sentir vivre, tandis qu'un animal qui n'a pas de pensée n'a pas une notion de temps, donc peut attendre pendant un bon moment, sans rien faire, sans s'agiter, sans rien qui l'anime, alors que nous, on a de la difficulté, sauf quand on se met en position de méditation, hein, où la méditation, c'est quand même une forme de rejet des pensées qui arrivent. Ça vous permet de ne plus avoir cette notion de temps. Mm-hmm. Et selon vous, est-ce que c'est une bonne chose de vivre ponctuellement ce type d'expérience, que ce soit à travers une activité créatrice ou de la méditation? Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas une bonne chose, mais ce que je sais, c'est que ça vous permet de savoir que si vous êtes dans la matière, c'est que vous êtes dans une relation de temps, que ce temps s'applique à tous vos corps et que lorsque vous êtes avec votre contact, et d'ailleurs les gens qui parlaient de vibration ou de contact avec le supramental ont une tendance, s'ils y sont souvent, à avoir un vieillissement, entre guillemets, qui est moins intense que d'autres personnes. Du même âge, et si vous voulez vous comparer, si vous êtes resté longtemps dans la créativité et dans le mental, vous allez vous apercevoir que vous paraissez moins usé que d'autres personnes qui sont restées essentiellement dans leur âme.
Oui, ben en lien avec ce que vous dites, ça me fait penser que, dans le fond, les gens justement qui utilisent leur créativité beaucoup, parce que moi, personnellement, je fais de la peinture, puis quand que je vis des expériences, quand que je peins une toile, entre autres, tu sais, je vis une expérience où je me sens au-delà du temps et de l'espace, puis je me sens ressourcé sur le plan de l'énergie pendant que je fais cette activité-là. Et peut-être que l'un des secrets, justement, pour retarder le vieillissement et peut-être même atteindre l'immortalité, ça serait de vivre justement ce type d'expérience-là. Mais disons que si vous voulez atteindre l'immortalité, vous allez rester dans votre esprit et vous allez devenir un double. C'est pour ça que les doubles sont immortels et nous, on est mortels. Donc il va falloir, si on vous donne une activité matérielle, c'est pour, par exemple, comme peindre, c'est pour vous donner quand même un timing de la fonction matérielle. Ça vous donne un timing de la fonction matérielle pendant que vous le faites, c'est-à-dire que pendant que vous faites votre tableau, vous avez une notion de temps qui s'établit quand même, parce que vous avez une notion de faisabilité. Tandis que si vous êtes simplement dans votre mental et dans votre créativité, vous n'avez plus de notion de faisabilité dans la matière. C'est pour ça que quand vous avez une créativité et que vous la mettez dans la matière et qu'elle s'établit dans la matière, vous retrouvez une notion de temps, donc une notion d'existence, de vie. Mm-hmm. Et on me pose une question par écrit. Donc, pour ne plus vieillir, il faut enlever le temps aux cellules. Absolument. Mais le problème, c'est que à ce moment-là, ça ne devient plus des cellules, ça devient des cellules éthériques. Et ça n'a plus cours sur ce monde. Donc, quelque part, on sera ailleurs. Et c'est sûr que l'individu qui fusionne, l'individu qui crée un corps morantiel, ne va plus avoir besoin de rester sur la planète. Donc, est-ce que, selon vous, ce serait quelque chose, justement, de souhaitable, de travailler dans cette optique-là à harmoniser ses vibrations puis à intégrer son double pour atteindre une forme d'immortalité? Ben, l'immortalité, c'est pas tellement le but. Le but, c'est d'être bien dans sa créativité. Devenir immortel, ça peut-être devenir très souffrant dans la mesure où vous êtes obligé de rester sur une planète entouré de gens qui n'ont plus le même niveau vibratoire que vous, où vous avez que des gens qui ne comprennent pas ce que vous dites, où vous avez que des gens qui sont en totale inintelligence vis-à-vis de vous, ou que vous trouvez que le système est totalement inintelligent. C'est un petit peu comme vivre du jour au lendemain dans un milieu qui est en totale opposition avec vous. Ça peut être un mouvement de souffrance tellement intense que ce que ça vous amènerait, c'est à la solitude, c'est-à-dire à vous mettre dans un endroit totalement isolé de la présence d'êtres inintelligents. Or, si vous voulez vous isoler de la présence d'êtres inintelligents, il faut aller sur une autre planète tout seul ou en relation avec d'autres gens qui ont à peu près le même niveau d'intelligence que vous. Et en lien avec ça, parce que y a certaines personnes qui parlent qu'il va y avoir des gens qui vont être enlevés par les extraterrestres parce que pour, dans le fond, parfaire leur évolution, par exemple, sur une autre planète, quand il va y avoir les temps de tribulation sur Terre. Mais est-ce que, dans le fond, quelqu'un qui, sur Terre, atteindrait un niveau d'actualisation du supramental ou de sa conscience qui serait tellement en décalage avec l'environnement ambiant, est-ce que cette personne-là pourrait être amenée ou enlevée par des extraterrestres pour poursuivre son évolution sur un autre monde? Pourquoi pas? Le problème, c'est qu'on va vous enlever sans votre corps, donc il faut être prêt à mourir. Mais au niveau d'intégration auquel on fait allusion, pour le clarifier, vous dites que les cellules, dans le fond, auraient de ce que je comprends, atteint une forme d'octave vibratoire, que ça serait plus de la matière. Dans la mesure où c'est-à-dire vous transformez votre corps en corps morantiel, c'est vous qui allez sortir. Vous n'avez pas besoin d'être enlevé par des extraterrestres. Il n'y a pas besoin d'avoir des boueux qui fassent le travail à votre place, quoi. Il faut simplement que vous puissiez sortir de votre corps, vous acceptez de laisser votre corps, vous partez avec votre corps éthérique, et puis vous n'avez pas besoin de vaisseau qui va vous transporter. Vous avez la capacité vous-même de vous transporter par la puissance de votre mental. Comment vous dire ça? On n'est pas des assistés.
Mhm. Si des extraterrestres sont intéressés à venir vous transporter ou à vous protéger, ou si ce sont des initiés qui veulent vous protéger dans la Marie Céleste, ils vont vous protéger, mais ils vont vous sortir de votre corps pour pouvoir vous protéger. On ne va pas vous emmener avec vos cellules, les cellules qui en quelque sorte puent, pour polluer un vaisseau qui est essentiellement vibratoire. C'est une ineptie, il faut arrêter de rêver, quoi. Soit on va vous prendre au niveau de votre esprit et du peu d'association esprit, fusion et âme que vous avez, mais le restant, on va le laisser à la planète, parce que ce qui appartient à la planète, c'est tout votre corps. Votre corps, il ne vous appartient pas. Votre corps, il est formé des cellules et des matériaux que vous avez trouvés sur la planète, des glucides, des lipides, des protéines, de tout ce qui a été pris sur la planète pour former votre corps. Ça vient de là. Même si c'est votre mère qui l'a absorbé, même si votre père y a participé, votre corps vient essentiellement de la planète. Donc on va laisser à la planète. On n'est pas là pour voler des instruments qui appartiennent à ce système-là. On est là pour prendre quelqu'un qui a un niveau vibratoire totalement différent et l'amener dans un autre plan qui est beaucoup plus apte à supporter ce taux vibratoire. Parce qu'à force d'avoir des gens qui ont un taux vibratoire différent, on va être obligé de modifier la planète et donc de faire mourir des gens qui n'ont pas le même taux vibratoire, parce que ces gens, étant obligés de supporter la vibration, vont se brûler au fur et à mesure. Et cette brûlure va entraîner une forme de karma qui va être obligée d'être quelque part détruite par l'homme intelligent. Donc ce que ça amènerait d'avoir des gens qui sont trop intelligents, qui resteraient toujours sur la même planète, ça serait une brûlure de toute la population et une fin d'existence pour cette population qui se mettrait à se déstabiliser et à devenir à moitié folle, on peut dire, à cause de ces gens-là qui s'accumuleraient. Alors, ce ne serait pas intelligent pour eux de rester en présence de gens à moitié fous ou à moitié déments ou à moitié souffrants, justement à cause d'eux. Mhm. Il y a en lien avec ce que vous dites pour faire des liens par rapport aux prophéties. Entre autres, il y avait Bernard qui parlait du passage de la 5e race à la 6e race et que, dans le fond, ce qui arriverait dans les prochaines années, ça serait une forme d'épuration. Donc, les gens de la 5e race seraient en voie d'extinction et, dans le fond, ça serait les gens de la 6e race qui allaient les remplacer, qui seraient dans une dynamique évolutionnaire complètement différente. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou Moi, je suis d'accord avec ça. De toute façon, toute la planète qui évolue va, au fur et à mesure, être remplacée. Mais ça ne veut pas dire que l'individu qui est évolué va rester sur la planète. Ça veut dire que sur plusieurs centaines de millions de personnes, chaque fois, il y aura toujours quelqu'un qui va évoluer. Mais si pour une évolution, il faut être en contact sans arrêt avec des systèmes de souffrance, que ces systèmes de souffrance sont mis en place par des systèmes intelligents et que ces systèmes intelligents mettent sur la Terre des systèmes non intelligents pour vous faire souffrir, il faut que ces systèmes non intelligents soient soutenus par des gens non intelligents. Donc vous serez toujours en rapport avec des gens non intelligents. Donc on n'aura jamais une planète totalement intelligente. Sinon, vous ne pourrez jamais arriver à une évolution si vous êtes totalement en rapport avec des êtres intelligents. Vous serez en état d'équilibre. Mhm. Ça se comprend comme ça? Oui. Dans la salle des communications, il y a plusieurs questions qui sont venues. Et en lien avec le sujet qu'on aborde présentement, il y a Charlie qui a écrit quand que vous augmentez votre niveau vibratoire suffisamment, est-ce que vous allez disparaître parce que vous allez vibrer alors à la vitesse de lumière, donc devenir invisible à l'œil nu? Je ne sais pas, je ne me suis jamais regardé à la glace à ce moment-là, mais je ne vois pas pourquoi je disparaîtrais. Pour l'instant, on est en phase comment dire, de fabriquer un corps morantiel. Ce corps morantiel, il ne sera visible qu'aux gens qui verront les esprits, ou l'esprit si vous voulez. Mais il faut rester visible par la majorité des gens, et le changement vibratoire
si votre corps changeait vibratoirement à la mesure de votre esprit, vous deviendrez totalement invisible pour le plan qui vous regarde. Ça, c'est sûr. Mais votre corps morantiel va devenir invisible aux gens qui seront autour de vous, sauf ceux qui ont la capacité d'avoir une certaine conscience et d'avoir un taux vibratoire qui leur permet de voir un corps morantiel. C'est fonction de l'individu qui regarde, de l'individu qui est regardé et du niveau vibratoire de chacun d'eux. Donc, autrement dit, la personne qui, entre guillemets, est initiée, qui a atteint un certain niveau de conscience, va pouvoir reconnaître un autre initié, tandis que le profane verra rien de tout cela, puis ces gens-là, dans le fond, vont passer inaperçus à leurs yeux. Totalement. Absolument. OK. Et ça, c'est un absolu, c'est que il existe même une petite chose, c'est que quand vous approchez quelqu'un qui est vibratoirement en rapport avec vous, d'une certaine façon, mais, vous allez toujours le sentir dans votre corps, ne serait-ce que par la vibration qui dégage. Vous allez sentir cette vibration. Ensuite, vous pouvez avoir, suivant le niveau, soit vous allez vous brûler un petit peu la colonne vertébrale, soit vous allez avoir le haut du crâne qui va chauffer en forme de cercle, un petit peu comme les représentations religieuses, vous aviez des ronds autour, là, des auréoles, voilà. Et vous allez sentir cette forme d'auréole au-dessus de votre tête. Quand vous avez quelqu'un qui est en rapport avec vous dans une construction quelconque, que vous prenez le téléphone, vous l'avez au bout du fil, vous allez avoir aussi exactement les mêmes repères. Vous savez que cette personne, vous allez faire quelque chose avec elle, peut-être pas dans sa profession, mais dans quelque chose, vous allez avoir quelque chose à faire avec elle, peut-être dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 20 ans, mais vous avez des signaux qui sont dans votre corps présents et vous avez des perceptions aussi. Vous avez tout un tas de connaissances de vous-même à établir pour pouvoir un petit peu faire le catalogue de vos signaux de façon à savoir qu'avec telle personne vous aurez ça à faire, avec telle personne vous aurez autre chose à faire et vous allez le percevoir au niveau de votre corps. Et tout ça, ce sont des codages qui ne sont pas perçus par l'extérieur, ne sont perçus que par votre intérieur. Et la personne qui est en face, vous ne le savez peut-être pas, mais si elle a le même niveau vibratoire, elle va percevoir d'autres choses, mais des choses relativement identiques et similaires. Mm-hmm. Et je serais curieux de savoir si de votre côté, les gens qui sont avec vous actuellement ont d'autres questions à poser. On vient de me balancer un papier là. Vu qu'il n'y aura plus de programmation, sauf le taux vibratoire, seul le taux vibratoire permettra aux gens de se rencontrer. Les gens qui ont le même taux vibratoire vont pouvoir se rencontrer, effectivement, parce que la vibration ne demande toujours qu'à aller beaucoup plus loin. Donc, dès qu'elle rencontre une vibration identique ou une vibration constructive, c'est un petit peu comme s'il a rencontré un moteur, une alimentation. Donc, elle va s'associer avec l'individu qui est créatif et elle va se mettre en rapport avec lui, quel que soit l'endroit, quel que soit le pays dans lequel il se trouve. Automatiquement, elle sera vouée à rencontrer cette personne-là. Donc, un peu et comme... Ça, oui? Ça répond à la question? Oui, tout à fait. Oui. En tout cas, en fait, en lien avec ce que vous dites, excusez-moi si j'ai voulu vous couper un peu la parole, mais c'est que, dans le fond, un peu comme on le fait, là, actuellement, on fait de la radio. Moi, actuellement, je suis au Québec et vous êtes en France. Donc, on s'est rencontrés à travers le réseau Skype. Donc, c'est un exemple d'expérience où, au niveau vibratoire, il peut se passer quelque chose. Là. Absolument. Il se passe des choses au niveau vibratoire. J'ai rencontré d'autres personnes avec qui, disons, le contact que j'ai a permis, de l'autre côté, d'avoir exactement un contact similaire et donc de pouvoir échanger des concepts, on pourrait dire. Et par exemple, ce que je ne peux pas faire actuellement, ou que je fais de manière parcellaire et avec parcimonie, c'est de demander à mon contact, à lui posant des questions, parce que ça demande évidemment des trous, comme je vous disais la dernière fois, des trous de 3 à 5 minutes avant que ça revienne, parce que vous posez une question à votre contact,
ça vous redescend, ça dure à peu près 5 minutes pour que ça revienne. Et puis vous reposez une autre question, etc. Et ça fait pas mal de trucs pour la radio. Et ça, c'est moins acceptable que par Skype, ou quand vous rencontrez quelqu'un qui est du même taux vibratoire que vous savez que bon, lui, il va avoir 5 minutes pour vous poser une question, donc ça ne pose pas de problème. Vous attendez 5 minutes et il va avoir ses réponses. Donc dans les 5 minutes, vous allez poser votre question, vous allez avoir vos réponses et vous allez confronter vos réponses pour construire quelque chose de nouveau et aller toujours plus loin, aller toujours plus loin. C'est ce que je demande dans les questions, c'est que quand on dit quelque chose, on s'en fout que ce soit exact ou pas exact, que ce soit à croire ou à pas croire, c'est pas tellement important. Ce qui est important, c'est d'aller supporter la vibration pour qu'elle aille encore plus loin, qu'on découvre encore des choses beaucoup plus loin, parce que ce que l'on sait actuellement, on pourra le retrouver, c'est pas important. Ce qui est important, c'est ce que l'on ne sait pas, donc c'est d'aller toujours au-delà de ce que l'on ne sait pas. Et c'est ce qui permet, quand il y a des individus qui sont de même niveau vibratoire, de pouvoir construire. C'est-à-dire que l'un va poser des questions à l'autre à partir de ce qu'il sait, et puis de pouvoir construire encore plus loin à partir de ce qu'il perçoit de ce que vous dites. C'est un petit peu ce qui se faisait avec Bernard quand on l'avait chez nous, où il commençait à nous poser des questions, on lui posait des questions, et on allait de plus en plus loin, sans jamais s'arrêter, parce que ça ne s'arrête jamais. L'échange vibratoire que vous pouvez avoir et la conscience que vous pouvez avoir, ça ne s'arrête jamais, c'est jamais fini, c'est jamais terminé. C'est pas comme le temps qui a un système de finalité et qui permet d'avoir un système de finalité, parce que c'est un système et c'est une dimension qui fondamentalement est une dimension de finalité. Là, ça permet de continuer sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Ça ne s'arrête jamais, c'est de l'infini. Et là, vous atteignez votre infini parce que vous n'êtes plus dans un système qui réfléchit. Donc, autrement dit, c'est ça, c'est d'aller au-delà du mental, de la mémoire, pour atteindre une dimension de dépassement de soi, voire même d'auto-transcendance. Mm-hmm. C'est une auto-transcendance, je ne sais pas si c'est... Oui, c'est une auto-transcendance, mais on se voit pas soi-même à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on pousse, c'est un peu comme si on poussait de l'énergie, on pousse de l'énergie sans arrêt. C'est pris de l'autre côté, c'est remonté au-dessus, et ce qui nous est renvoyé, on va le repousser au-dessus, sans arrêt comme ça. Et c'est une forme qui ne demande pas d'ego, parce que dès que vous avez une forme d'ego ou de vouloir retenir la vibration, vous allez la plomber, la vibration. Donc il faut que vous puissiez la pousser sans arrêt, sans avoir un feedback ou sans avoir à expliquer un petit peu ce que vous ressentez de la vibration. Mm-hmm. Donc, il faut que ça ne s'arrête jamais. Okay. Il faut que vous ayez toujours une question au-delà de ce que vous dites. Vous dites un truc, il faut qu'on vous pose une question dans le... Peut-être pas pourquoi, parce que c'est toujours une question pourquoi, ok, mais construire là-dessus et puis pousser un peu plus. C'est ça que je demande fondamentalement dans les questions. Mm-hmm. C'est ça, des questions qui vont tout le temps vous amener plus loin puis à faire reculer les limites du fini. Voilà. Et dans le fond, dans cette optique-là aussi, parce qu'on fait allusion ici à du parler qui est vibratoire, donc parler sur la vibration, parler sur le contact. En relation avec ça, est-ce que justement cet accès-là à ce savoir-là, à cette capacité de canaliser la vibration peut être facilité chez l'individu qui va être dans un état de neutralité? Un individu qui est dans un état de neutralité, il va percevoir la vibration et il va la lire sans retenir l'information. C'est-à-dire que dès qu'il va être choqué par cette information, ou dès qu'il va être mis dès que ça va mettre en émoi un corps qui est émotif, émotionnel, astral, etc., ça va pomper la vibration, ça va pomper l'énergie de cette vibration qui va diminuer. Et au lieu de continuer à monter, au lieu de continuer à s'exercer, cette vibration va se ralentir. Et en se ralentissant, on va sentir la perception du temps
et en percevant la perception du temps, on va revenir dans la matière et on perdra le contact avec cette vibration. Donc si on veut garder cet état vibratoire, il faut qu'on puisse continuer dans la vibration sans que ça vous fasse quoi que ce soit et garder une forme plus que de neutralité, une forme de non-existence. C'est-à-dire que vous percevez la question, vous voyez ce qui vous est montré, vous percevez la conscience, la connaissance de ce qui vous est donné, vous voyez le savoir, et puis ce savoir, vous apercevez que c'est simplement une construction énergétique, et cette construction énergétique, vous amenez votre vibration sur cette construction énergétique. À partir de là, l'autre individu qui est en face voit une nouvelle construction, amène une partie de sa construction qu'il veut établir, et vous atteignez à ce moment-là un autre grade vibratoire, et puis vous apercevez que, hop, en atteignant ce nouveau grade, vous arrivez jusqu'à un nouveau plan, et dans ce plan, vous avez des constructions qui ont été déjà préétablies par des états de conscience ou par des doubles, et vous allez pouvoir lire exactement ce qui a été établi, et puis vous allez construire dessus pour continuer à monter dans les plans, et vous montez dans les plans sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, mais sans jamais analyser ce qui vous est dit. C'est un peu comme je parlais la dernière fois, où quand vous arrivez dans un secret ou dans un état de secret, et que vous lisez ce secret, si vous le gardez, si vous voulez le garder, automatiquement vous sautez ce plan. Et des fois, j'ai eu accès à des secrets qui étaient relativement immenses, mais je suis incapable de vous dire ce que c'était. Mhm. Et en lien avec ça, peut-être qu'une expérience que des auditeurs et auditrices peuvent vivre, ça serait de justement se mettre à parler, puis parler sans analyser. Donc, avoir une fluidité énergétique dans l'expression, puis enregistrer l'expérience pour l'écouter après coup, pour pouvoir comprendre qu'est-ce qu'ils ont dit pendant qu'ils étaient occupés à justement être dans le flow de l'expression. Ouais, c'est une bonne technique, mais disons que ça servira à rien, parce que ça sert à rien de s'enregistrer si ce n'est pour savoir si on n'a pas dit quelque chose d'inintelligent. Or, dans la mesure où vous dites quelque chose, où vous êtes dans un système intelligent, ça sert à rien de créer une mémoire de ce système intelligent. La base, c'est de savoir qu'on peut avoir accès à ce système intelligent, en avoir un résultat par de la mémoire ou par du savoir, c'est essentiellement pour alimenter des gens ou pour les convaincre. Alors, vous n'avez pas besoin de convaincre des gens de ce que vous êtes, de ce que vous savez que vous êtes. Vous le savez pour vous-même, vous n'avez pas besoin de le savoir et de le faire savoir pour les autres. Il y a la majorité des gens avec qui je travaille qui ne me connaissent absolument pas. C'est pour ça que le travail que je fais en dehors de mon travail habituel de programmation, c'est un travail qui ne laisse pas généralement de mémoire. Et si je mets des écrits ou si je mets des choses sur des blogs, c'est essentiellement pour créer des chocs chez certaines personnes, pour les amener dans un mouvement. Mais c'est pas moi qui le veux, c'est l'accès à un certain savoir, c'est des contacts qui désirent que ce soit mis en place pour amener d'autres personnes à commencer à évoluer dans un sens ou dans un autre. J'en suis pas le, comment dire, j'en suis peut-être l'auteur, mais pas le responsable. C'est un peu comme Bernard disait, tu écriras des choses, je te dirai ce qu'il faut mettre, je te donnerai les thèmes, tu les feras. Voilà ce qu'il me disait Bernard. Moi, je pensais qu'il allait rester vivant et qu'il allait me corriger les thèmes, c'est pas du tout ça. Je me suis fait avoir. Dans la salle des communications, dans un autre ordre d'esprit, précédemment, il y avait Xalaïs qui avait comme question pour vous. Est-ce que l'intention va influencer le chemin de l'éveil? Est-ce que l'intention va influencer le chemin de l'éveil? Le chemin de l'éveil... C'est-à-dire que ce n'est pas tellement une intention, le chemin de l'éveil. C'est un savoir qui est passif. C'est-à-dire que votre contact va vous faire évoluer. Ce n'est pas vous qui avez l'intention de vous éveiller ou l'intention d'évoluer. Vous avez envie d'évoluer. Ça, c'est votre envie.
Ensuite, votre contact, chaque jour, chaque minute, chaque seconde, évalue ce que vous êtes et vous fait évoluer un petit peu plus. Mais le phénomène d'éveil que l'on veut avoir, de conscience que l'on veut avoir, c'est pas nous qui le dirigeons, c'est pas nous qui l'orientons, sinon on se mettrait, on commencerait pas à la base, on commencerait déjà presque à la finalité, comme ça on en serait fini, on n'aurait plus à s'emmerder avec toutes les expériences que l'on doit vivre, qui doivent nous amener à l'éveil ou à la conscience. Généralement, on est en permanence dans un phénomène passif tant qu'on n'a pas encore contrôlé le double, auquel cas à ce moment-là on sera dans un phénomène actif, mais on sera déjà tellement totalement éveillé qu'on n'aura plus besoin d'attendre et de vouloir le faire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous vous éveillez, vous allez vous apercevoir que vous cherchez pas à être plus éveillé, vous vous contentez déjà d'être éveillé comme vous l'entendez, mais surtout vous vous contentez d'essayer de mieux vivre votre vie parce que vous êtes dans votre matière et c'est là où on vous demande, c'est là où vous devez être. Donc on ne cherche pas à aller au-delà de ce que l'on est, on va y être sans le vouloir. À partir du moment où on a connecté cette vibration, on est comme propulsé sans le vouloir et sans le désirer, sans entreprendre une finalité, sans vouloir que ça se passe vite ou lentement, ça se passe à sa vitesse. Un jour, je demandais comme ça au contact combien de temps il faudrait qu'un homme partant de zéro soit prêt pour fusionner, pour être en pleine intégration. Ils m'ont dit qu'il faut environ 30 ans. En 30 ans, en allant vite. Voilà. 30 ans, c'est bien quand on a 20 ans, c'est moins bien quand on a 50, c'est encore moins bien quand on a 70. Ben moi, j'ai 29 puis je vais avoir 30 ans dans quelques jours. Ça donne bien. Mais c'est une blague, là. Je prétends aucunement là, être rendu à ce niveau-là. Mais disons, vu votre capacité de respect de l'individu, vous avez déjà entamé une partie des 30 ans. Ouais, si on peut dire. Mais il faut faire... Parce que ça c'est une forme comment dire, de vision extérieure de l'individu qui est vibratoirement intelligent. Il se base sur plusieurs choses. Un, le respect de l'individu, c'est-à-dire celui qui rencontre, s'il est très respectueux, il peut être sûr qu'il y a déjà la vibration qui est dedans. Et ensuite, la générosité de l'individu. Avec la générosité et le respect, parce que le respect, c'est aussi une forme de générosité de soi, ça permet de savoir que déjà l'individu, il est dans un état évolutionnaire, dans un état évolutif qui est très proche de son contact et qui a déjà la vibration dedans. Et que souvent, il suffit de connecter l'individu avec cette vibration pour qu'on soit en direct avec son double. Et moi, je peux vous assurer que vous êtes tellement proche de votre double qu'on se demande même si c'est pas lui qui parle de temps en temps. Mm-hmm. Ben, je vous dirais qu'à ce niveau-là, au fil des jours, je vis des expériences parfois où ce que je vais faire plus du parler vibratoire, puis d'autres moments, je retombe plus dans ma tête. Donc, il y a comme une transition entre les deux là, niveau de conscience. Et donc, vous savez bien ce que je raconte actuellement. Oui, tout à fait. Et puis, en tout cas, je trouve ça encourageant. Sinon, j'ai également d'autres questions dans la salle des communications qui ont été affichées, entre autres, précédemment. Dans le fond, il y avait Magali qui avait marqué comment peut-on sentir que nous sommes en contact avec notre contact? Est-ce qu'il se manifeste vraiment? Comment savoir que l'info qu'on reçoit vient vraiment de lui? Alors, une des choses assez rigolotes, je pourrais dire, c'est que avant que votre contact vous envoie des informations importantes, généralement vous allez vivre une dépression, une forme d'abattement dépressif, une forme d'écœurement de la vie, et vous allez vivre ça à peu près, je dirais, 2 à 3 jours avant que vous ayez une information et une prise de conscience.
à ce moment-là, quand vous avez votre contact qui vous connecte, alors soit vous avez une préparation, c'est-à-dire il va vous dire que vous allez avoir un événement intéressant et vous aurez une vibration très fine dans votre oreille à droite ou à gauche, peu importe, et vous aurez la réalisation dans les 2-3 jours qui suivent, soit vous allez avoir une grande pulsation dans votre tête. Donc quand ça pulse, c'est un peu comme si le cœur pulsait un peu trop fort dans votre tête, et ça pulse, comme on disait, en forme de rondelle, en forme d'auréole, merci, en forme d'auréole, et ça vous donne la sensation qu'il se passe quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a un envoi d'information. Cet envoi d'information, souvent on ne sait pas ce que c'est, et puis dans la soirée, vous avez une prise de conscience, où le lendemain, vous voyez quelque chose de nouveau que vous n'aviez pas vu, et vous réalisez quelque chose de nouveau. C'est comme ça que marche l'établissement du contact. Ensuite, quand vous voulez rentrer en contact avec votre double, que vous commencez à... Vous essayez de poser une question, puis vous essayez de ne pas penser à quoi que ce soit, et puis vous allez avoir soit un flash, une image, soit une parole, mais qui est complètement je dirais désensibilisée, désémotivée. Une parole qui est ou une image ou une énergie qui est complètement désémotivée, qui est froide. C'est une énergie chaude qui est froide. C'est-à-dire que vous savez que c'est ça, mais il n'y a pas de doute là-dessus, mais vous savez que ça ne va pas créer de l'émotionnel si vous ne vous limitez pas. C'est-à-dire que, alors que quand vous entendez une entité qui va vous parler dans la tête, elle va créer chez vous un émotionnel, créer chez vous un petit choc qui va faire vibrer quelque chose, qui va faire vibrer généralement une mémoire. Un double, ça ne fait pas vibrer la mémoire. C'est pas là pour faire vibrer la mémoire, c'est là pour augmenter les barrières de votre mental. Donc ça descend, ça écarte le mental et ça vous fait percevoir la vibration, parce que la vibration a besoin de place. Et quand la vibration a besoin de place, elle va griller des mémoires qui sont plus utiles, des mémoires de connaissances de copains d'antan, de copines d'antan qui n'existent plus ou qui sont déjà décédés sur la planète, ou que vous rencontrerez plus jamais parce que c'est plus dans votre vibration, c'est plus dans votre programmation, et donc ils vont vous griller ces mémoires-là. Et en grillant ces mémoires-là, c'est sûr que vous n'allez pas les reconnaître si vous les croisez dans la rue. Donc tout ce système-là est très, très bien organisé dans le sens d'un changement vibratoire pour que l'individu puisse être à l'aise avec cette nouvelle vibration. Par contre, vous pouvez avoir aussi, lorsque vous avez des communications avec des gens, vous parlez avec des gens, et puis vous allez avoir des prises de conscience, vous allez avoir des informations qui vous viennent, vous pouvez même avoir, parce qu'ils sont assez pas sordides, mais assez particuliers, pour venir jusqu'à vous donner des mots à la place des autres, ou vous bousculez votre conversation, ou vous faire des vides, ou vous amenez davantage d'informations, ou vous amenez même parfois des informations que personne ne connaît, ou vous amenez des informations que les gens ne connaissent pas en face. Et parfois, quand vous êtes en face que ce soit des professeurs, de docteurs ou d'autres choses, à leur citer des noms de maladies, ou leur citer des noms de technologies qu'ils ont vues récemment. Je vais vous donner une petite anecdote. Une fois, on a rencontré quelqu'un qui était dans les impôts, qui était inspecteur des impôts, un gros inspecteur des impôts de la région où je suis, dont je ne peux pas citer parce que s'il écoute, on ne sait jamais. Et on parlait comme ça de poésie, puis brutalement, je commence à lui dire tout un tas de choses relatives, non pas à la poésie, mais à ce qu'elle avait vu dans l'après-midi sous le sceau du secret, parce que comme c'était quelqu'un qui était assez important. Et là, elle a eu cette réaction que m'a demandé, mais comment vous savez ça? C'est interdit de savoir ça pour vous? Et donc là, depuis on l'a plus revu, remarquez, c'est pas plus mal parce que c'est un inspecteur des impôts. OK.
Il y avait également comme question dans un autre ordre d'idée, dans la salle des communications qui avait été postulée tantôt, Gag, qui vous demande est-ce que vous êtes capable de ressentir les personnes possédées? Et si oui, quelle est votre réaction face à eux? Oui, je suis capable de sentir les personnes possédées, je peux sentir les personnes fusionnées, je peux sentir tout un tas de choses, mais il faut que les gens vivent ce qu'ils ont à vivre. Maintenant, je ne suis pas là pour dépoussiérer toute la planète. Certains individus qui souffrent d'une possession, je peux encore, comment dire, le déposséder entre guillemets, mais je crois que je ne le ferai plus. Je crois que je ne le ferai même pas. Pour une raison bien simple, c'est que s'il y a une forme de possession, c'est que quelque part, cette forme de possession a une raison d'être. Et souvent, elles ont des raisons d'être, soit par l'histoire de karma, soit pour se venger de la personne, soit pour faire souffrir la personne, soit ce sont des accords passés, soit... Et rentrer là-dedans, c'est une chose que je ne ferai plus, même si on me le demande, même si on m'offrait des fortunes là-dedans. Je suis pas motivé là-dedans. Je suis plus motivé. Avant, je l'ai fait, mais c'était essentiellement pour me sentir, pour savoir quelles étaient les capacités d'application. C'était plus pour tester la capacité vibratoire que l'on peut avoir avec ça, pour tester la vibration du chaos que vous avez parfois en main, pour pouvoir faire sauter une vibration, pour faire sauter une possession. Maintenant, je crois que plus on devient conscient, et moins c'est pas qu'on n'ait pas envie d'aider l'autre, mais moins on en trouve l'intelligence. Et en lien avec ce que vous dites, ça me fait penser, entre autres, j'ai un de mes amis qui m'avait présenté comme réflexion que plus tu deviens conscient et plus tu deviens non interventionniste, c'est-à-dire que tu laisses les êtres humains évoluer à leur rythme et moins que tu es dans l'action. C'est ça. Moins on est dans l'action des êtres humains. Plus on se fait son petit monde, tranquille, peinard, avec ses propres plaisirs qui sont les plaisirs du mental et les plaisirs du physique éventuellement, mais vous trouvez moins de plaisir dans le physique que dans le mental. Et en lien avec ça, c'est que souvent ce qui m'a choqué et qui peut peut-être choquer des auditeurs aux auditrices, c'est que quelqu'un qui atteint un certain niveau de conscience, il a plus d'énergie, il a plus de pouvoir d'agir sur la situation, mais paradoxalement, étant donné qu'il est sous le contact, il a moins envie d'agir pour changer les choses parce que il atteint un état de conscience où il voit que, dans le fond, toutes les choses vont finir par éventuellement se régler, puis il y a pas à... Comment dire? Il voit plus les choses d'une manière émotionnelle. Il ne voit pas les choses d'une manière émotionnelle. En plus, il sait que certaines choses sont là pour une raison bien précise, et donc ça va s'équilibrer, ça va se résoudre par soi-même parce qu'il y a une programmation qui est là-dessous. Et quelque part, on n'a pas le droit de casser une programmation de quelqu'un, quel que soit le motif que l'on en a, parce que cette programmation a été faite d'une manière intelligente. Elle a demandé beaucoup d'énergie à la personne qui l'a créée et aux personnes qui l'ont créée, cette programmation. Ça a demandé beaucoup d'énergie, et d'aller casser ça, c'est un petit peu comme un manque de respect à leur intelligence et à leur savoir de l'âme qui a incarné ça. Et il faut respecter un petit peu les intelligences, quelles qu'elles soient, au point de vue énergétique, au point de vue vibratoire, plutôt que d'aller flagorner ou montrer son ego qu'on est capable de faire ça. On le sait qu'on peut le faire. On sait qu'on peut modifier des choses. On sait qu'on peut modifier même très haut les choses. Mais quel en serait le but pour que la personne puisse être libérée sans qu'elle puisse connaître les marches? C'est un peu comme faire monter quelqu'un en ascenseur brutalement et puis lui enlever les escaliers s'il a envie de descendre. Il va crever de faim au 20e étage sans qu'il puisse redescendre parce qu'il n'aura plus d'ascenseur, parce qu'il n'aura plus d'escalier. C'est pas très intelligent. Il vaut mieux qu'il monte tranquillement ses escaliers, qu'il puisse aller faire ses courses et qu'il puisse redescendre ses escaliers, prendre son ascenseur tranquillement, et puis qu'au fur et à mesure, il puisse monter ses étages
comme il le décide et comme il le veut. Et ce qui est intéressant aussi de voir dans cette optique-là, que ce soit la personne éveillée, mais on peut amener ça aussi sur le plan de l'interaction des extraterrestres avec les êtres humains. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui prétendent qu'actuellement, les extraterrestres ont une politique non interventionniste à l'égard de l'être humain, parce que justement, dans l'optique que vous mentionnez, ben, ça serait de laisser les êtres humains évoluer à leur propre rythme, même si ça peut être vu d'une manière assez choquante par rapport aux gens, parce qu'il y a des gens qui prétendent que les extraterrestres auraient des technologies pour nous aider à réduire en quelques années à peine tous nos problèmes environnementaux liés à l'utilisation des technologies polluantes pour nous déplacer, ou également les problèmes de cancer et de maladies qui, à l'heure actuelle, selon l'état de notre science présente, sont incurables. Que les extraterrestres aient la possibilité de le faire, oui. Qu'ils le fassent, je trouve pas ça intelligent. Parce que assister l'homme qui est en train de pourrir sa planète, c'est pas tellement intelligent que il faut que ce soit l'individu lui-même qui s'amène à rebâtir son système qu'il a lui-même débâti. Parce que si on vous reconstruit sans arrêt quelque chose que vous avez débâti, parce que vous l'avez mal bâti, ça ne vous aidera pas à grandir, ça ne vous aidera pas à être intelligent, parce que vous reconstruirez sans arrêt quelque chose d'inintelligent, parce que vous saurez d'une part que quelqu'un peut vous le rebâtir, et d'autre part que vous n'avez pas assez d'intelligence pour bâtir quelque chose d'intelligent et de durable. Donc il faut que ce soit par vous-même que vous puissiez arriver à établir quelque chose d'intelligent, et non pas que ce soit les autres qui le fassent à votre place. Et dans la situation actuelle, probablement, certains auditeurs et moi-même également, on pourrait dire, ben écoutez, actuellement, il y a des technologies non polluantes, mais ils sont gardées sous brevet par nos gouvernements ou des grandes compagnies, qui fait que on peut pas y accéder. Donc, même si on voudrait construire quelque chose de constructif, actuellement, il y a quelque chose qui bloque ce type d'initiative-là. Oui, c'est absolument vrai. On a les moyens de rendre la planète saine, on a les moyens d'utiliser des énergies autres que nucléaires, autres que l'éolienne, etc., qui seraient beaucoup plus productives, mais est-ce que l'homme est prêt à l'utiliser? C'est un petit peu comme ces états vibratoires dont on parlait tout à l'heure. Est-ce qu'il ne faut pas que l'homme ait une forme de souffrance assez intense pour pouvoir supporter cette nouvelle vibration? Imaginez que, pour vous donner un parallèle, vous donnez l'Internet à un homme du XIVe siècle, il va devenir fou, parce qu'il n'aura pas été préparé progressivement pour accueillir cette technologie. Nous, si on avait la technologie extraterrestre, bien qu'il y ait quelques individus qui y aient eu accès, il nous a fallu quand même plusieurs vingtaine d'années pour pouvoir la supporter, pour pouvoir commencer à entamer de percevoir cette nouvelle vibration. Et on a dans nos coffres des brevets qui permettraient à l'homme d'être bien, d'être même sans avoir accès au cancer, sans avoir accès à certaines choses. Tous ces brevets sont retenus. Ils sont retenus parce que, bon, c'est pas le moment de les donner d'une manière ou d'une autre, mais parce que ceux qui détiennent ces brevets sont ceux qui détiennent l'argent, et ceux qui détiennent l'argent sont ceux qui utilisent actuellement les énergies polluantes. C'est aussi simple que ça. Oui, donc autrement dit, la situation actuelle fait que justement ça bloque ce type de brevet ou d'information. Disons que l'information est l'arme du peuple pour pouvoir renverser les gens qui détiennent le secret. Et c'est la seule méthode que de savoir que nous avons certaines technologies, certaines énergies, certaines formes d'énergie qui permettent et qui vont permettre aux détenteurs de ces brevets de pouvoir les mettre en place. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on va manifester contre l'essence ou contre l'énergie nucléaire, ou même si on va bloquer tout ça, que ces gens-là ne vont pas détruire les brevets. OK.
Parce que d'un côté, si on manifeste pas ou si comment dire, on bouge pas, en tout cas moi personnellement, ça me met dans un état d'impuissance. Tu sais, ça, comment dire. Non, il faut que ça se sache. Il y a que le fait de l'information, il y a que le fait du savoir qui permet une imposition. C'est le savoir amène la position et le positionnement dans la matière. Donc plus on en parle, plus on le sait et plus ça se place. Et en terminant, Jean-Luc, est-ce que vous aviez un mot de la fin? Ben, j'ai pas grand-chose comme mot de la fin parce que je sais pas finir. Donc, je vous dis simplement à la prochaine fois. Et il y a une dernière question. Y a-t-il d'autres moyens que la méditation pour atteindre et demeurer dans le taux vibratoire dont vous parlez? Il faut simplement supprimer ce qui en permanence vient vous troubler. Dès qu'il y a quelque chose qui vous trouble dans votre mental, dans votre émotionnel, il faut le rééquilibrer rapidement dans votre corps et faire, grâce à votre intelligence, tout pour rééquilibrer votre environnement. Mais essentiellement pour vous-même et pas pour votre émotionnel, et pas pour déséquilibrer autre chose. Il faut que vous soyez centré essentiellement sur vous pour pouvoir non pas vous bâtir un ego ou un orgueil, mais simplement pour vous bâtir un équilibre. Quand vous serez stable, quand vous serez solide, à ce moment-là, votre environnement n'en sera que meilleur. C'est tout ce que je peux vous dire là-dessus. Bon, mais c'est excellent. Donc, encore une fois, je vous remercie chaleureusement pour le temps que vous nous avez consacré pour répondre à ces questions. Au revoir. Au revoir.